Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un point lecture. Alors je sais, je suis en retard sur mes points lecture. Donc aujourd'hui on va essayer de fusionner le mois de février et le mois de mars. Les lectures que j'ai faites pendant 2 mois en une vidéo. Vous êtes bien conscient que ce n'est pas possible. Au vu de mon rythme de lecture, c'est déjà très compliqué pour moi de faire des choix quand c'est une vidéo par mois, alors quand je dois rassembler 2 mois, c'est un petit peu compliqué. Donc cette vidéo, elle sera un petit peu plus longue que les autres. Ce n'est pas grave, c'est pour donner mon avis sur les livres du coup que j'ai lus. Je vais essayer d'être concise, d'être rapide, de faire les choses bien comme il faut, mais vous me connaissez, j'aime bien parler et forcément je diverge. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller dans les éditions Stardust, donc c'est Hugo Stardust. À l'heure où je vous parle, il est déjà paru, ouais, il paraît le 8 mars. Moi je l'avais en épreuve non corrigée, donc je l'ai lu avant sa sortie, parce que j'essaye de lire mes services presse avant leur sortie. Alors, Tricia Levenseller, je la connais notamment pour son titre La Reine des Ombres, qui était paru il y a un petit moment je crois. Ouais, un petit moment et je ne l'avais pas du tout aimé ce titre-ci. Je trouvais que c'était trop facile, que l'écriture, voilà, il y avait des choses qui étaient conclues très rapidement et que même si j'adorais l'idée, j'aimais bien l'univers et tout, je trouvais que ça n'avait pas fait avec moi, c'est tout, ça arrive à certains livres. Donc quand c'est comme ça, je ne m'arrête pas à l'auteur ou l'autrice et si je peux découvrir d'autres choses de la personne, je découvre et je vois si éventuellement c'est juste l'écriture de l'autrice qui ne me plaît pas ou c'était juste le livre. Et donc celui-ci c'est une duologie il me semble qui est paru il y a bien des années dans sa langue originelle puisque je l'avais même acheté en version anglaise que je vois juste là, que du coup je vais pouvoir revendre parce que maintenant j'ai cette version là. Et c'est vrai que j'étais en plein dans ma période et j'ai besoin d'histoires avec des pirates parce que je venais de lire Fable que je vous présenterai du coup juste après. Et je me suis plongée dedans. Dedans, on va suivre Alosa, ou Alosa, qui est la fille d'un des pirates les plus redoutés des mers. Son père fait peur à tout le monde. Et en fait, elle va avoir une mission, c'est de retrouver une carte au trésor. Et le truc, c'est que pour retrouver cette carte au trésor, qui est entre les mains de personnes où ils sont pas très copains avec son père, elle va devoir se faire capturer, faire semblant de se faire capturer pour pouvoir découvrir le bateau une fois les personnes endormies. Donc c'est comme ça un petit peu que commence l'histoire, c'est comme ça que c'est résumé en fait derrière. Alors je dois vous avouer que j'ai pas un très grand souvenir de cette lecture. Et ça c'est un problème parce que quand une lecture ne m'impacte pas alors que je l'ai lu, bon ça je l'ai lu début février, mais si ça ne m'impacte pas alors que nous sommes fin mars, c'est qu'il y a un petit problème. En soi, j'ai trouvé déjà l'histoire mieux que La Reine des Ombres, mais on n'était pas sur non plus une originalité de dingue. Comme je vous ai dit, ça passait après Fable, et forcément tu fais un point de comparaison entre tes deux romans, et du coup, c'est vrai que c'est un peu passé à la trappe. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais l'histoire n'était pas transcendante quoi. Comme je vous ai dit, ça m'a pas laissé une empreinte incroyable. Alors je dis pas, la plume de l'autrice, j'avoue qu'elle est très addictive. Elle fait en sorte qu'à chaque chapitre, on a envie de lire le suivant et de lire le suivant et de lire le suivant. Il y a des relations entre les personnages, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, qui va du coup nous pousser à découvrir encore plus et ce qui fait qu'on lit le tome très rapidement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, je l'enlève absolument pas à l'autrice. Par contre, je trouve que voilà, sur l'histoire, on n'était pas
au top de l'originalité, on n'était pas sur quelque chose d'incroyablement bien écrit. Enfin voilà, je ne veux absolument pas mettre en faute l'autrice, mais c'est juste que ça ne m'a pas marqué, notamment parce que c'est arrivé après un autre truc. Est-ce que je lirai quand même le tome 2, vu que je pense que c'est une duologie? Je pense que je lirai quand même le tome 2, parce que j'aime bien avoir des conclusions, surtout quand c'est des duologies. Mais c'est vrai que si je l'avais pas eu en version épreuve non corrigée et si je l'avais emprunté à la librairie, je ne l'aurais pas acheté pour l'avoir dans ma bibliothèque. Ça paraît clair. J'ai passé un bon moment, mais 2 mois après je m'en souviens plus, donc du coup on va poursuivre avec Fable. Donc celui-ci est sorti fin février il me semble. Donc c'est le tome 2 de cette duologie hyper connue de Adrienne Young. Alors là je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que je ne veux absolument pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore découvert le tome 1. J'avais déjà fait un avis sur le tome 1 dans une de mes précédentes vidéos, donc je vous conseille d'aller la revoir. Le tome 1, alors l'histoire très simplement, on est sur une jeune fille qui s'appelle Fable, qui est en fait coincée sur une île où son père l'a laissée. Sa mère est décédée depuis bien des années et son père lui a dit: si tu veux me prouver ta détermination et ton envie de faire partie de mon équipage et de faire des choses avec moi, eh bien il faut que tu arrives à quitter cette île. Je ne te donne rien, je te laisse ici. Elle va avoir un petit peu d'aide par rapport à ses particularités, puisqu'en fait elle peut sentir les pierres précieuses et du coup son activité première va être la plongée pour aller chercher des gemmes, les revendre au marché noir et se faire un petit peu d'argent pour éventuellement essayer d'obtenir sa place sur un des bateaux qui va arriver au port. En gros on est là sur le premier tome. Le deuxième tome, il s'est passé beaucoup de choses entre deux. On arrive à une certaine situation, on a rencontré certains personnages et mon Dieu, qu'est-ce que c'était génial, c'était tellement bien. J'ai eu du mal à arriver jusqu'à la fin parce que j'avais du mal à me dire que l'histoire était terminée, que j'allais quitter les personnages, qu'il n'y aurait rien après. J'avais envie en fait qu'il y ait un 3e tome, mais un 3e tome juste pour me faire plaisir, juste pour rester dans l'univers, tellement c'était trop bien. J'ai adoré le personnage de Fable, j'ai adoré tous les personnages qu'elle a pu croiser. Là je trouve que ce 2e tome est absolument pas répétitif par rapport au premier. On est sur une autre dynamique, on rencontre des nouvelles personnes qui font changer complètement le jeu et on a une Fable qui est dans un objectif complètement différent du premier. On n'est pas du tout sur le même état d'esprit. Si vous cherchez une série sympa, pas longue, sur de la fantaisie maritime, là où vous allez avoir de la pépitasse, parce que franchement j'adore le conseiller et j'adore voir les clients et les clientes repartir avec celui-ci parce que je l'ai tellement aimé. Et j'aime beaucoup que les éditions françaises, donc c'est Rajo qui a repris cette double couverture où vous mettez l'un et l'autre côte à côte et que ça fait la tête de Fable. Donc voilà, on est sur un 2e tome qui a comblé mes attentes, qui a répondu à toutes mes questions parce qu'il y en avait quand même pas mal et qui m'a surtout dégoûtée de finir, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est dans ces moments là où je me dis, je les avais en numérique en version anglaise parce qu'une amie me les avait passés et je les ai jamais lus, et quand j'ai lu les 2 tomes, parce qu'en plus ils sont pas sortis, il n'y a pas eu un grand écart entre la traduction du 1 et la traduction du 2 et ça c'était très cool de la part des éditions. Mais quand je les ai lus en français, je me suis dit mais mon Dieu, sur ton ordinateur t'avais une pépite et t'es passé à côté quoi.
Et bon, bref. On continue avec de la fantasy et après on va partir un petit peu autre part avec une autre série qui fait bien parler d'elle dans les autres pays à part la France parce qu'on n'avait pas encore eu la traduction. C'est True Witch, alors je le dis avec mon accent le plus français possible, de Suzanne Denard. Donc c'est en fait la série Witchland, c'est le premier tome et c'est La Martinière Jeunesse qui a publié cette pépitasse. Alors là en fait on va suivre deux personnages. On va suivre Safi qui est une true witch, c'est-à-dire qu'elle peut voir si la vérité est un mensonge ou non, et Iseult qui est elle une third witch, donc qui est capable de visualiser les liens qu'il peut y avoir entre les personnes. Donc en fait vous êtes dans un univers où la magie est normale et que certains ont des dons, et c'est pour ça qu'à chaque fois en fait on a un nom composé avec witch. Alors ça m'a fait rire parce qu'au bout d'un moment on était vraiment sur tout un tas de sortes de witch. C'était vraiment juste la première partie du mot qui changeait et qui était une référence par rapport aux dons qu'il avait. Genre true witch, vérité, elle peut décerner la vérité, le mensonge, voilà, bref. Et donc ces deux personnages là ont toujours été ensemble, elles sont considérées comme sœurs, et en fait le don de Safi est très très convoité. Les plus grands convoitent son don parce que ça permet de savoir s'il y a des traîtres en fait dans ton royaume. Sauf qu'un jour, le don de Safi, qu'elle essaye de cacher le plus possible, remonte à la surface et elle est obligée de s'enfuir avec sa sœur Iseult. Et donc elles vont devoir s'enfuir et elles vont prendre un bateau et s'enfuir avec un certain prince. Et voilà, elles vont s'enfuir au bord de ce bateau. Encore une fois, on est sur un petit peu un récit sur les eaux, mais écoutez, je ne peux rien faire de plus, j'adore ça. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais reçu en service presse, j'avais commencé en numérique et je l'avais terminé en numérique parce que je l'avais reçu 2 jours avant sa parution et j'étais trop contente. C'est un récit qui est super bien rythmé, il se passe plein de choses mais ça vous perd pas, absolument pas. La règle de l'univers entier est hyper simple à comprendre. Et même si il existe énormément de dons et que même à la dernière page vous êtes capable de découvrir des dons, ça vous perd pas non plus dans le récit, enfin c'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre. On a des personnages, bien évidemment j'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Safi que je trouve très courageuse, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui serait capable de tout pour protéger Iseult et vice versa. Et cette amitié qu'il y a entre ces deux filles est super bien. Les relations qu'elles peuvent se faire avec d'autres membres de l'équipage sont super bien aussi. Enfin franchement j'ai trouvé toute la dynamique de ce premier tome hyper intéressante. J'espère sincèrement que La Martinière va publier les autres et va traduire les autres parce que c'est le genre de série que je vais suivre, c'est sûr et certain. Alors je crois pas qu'il y a eu une immense publicité sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il mérite son moment de gloire autant que les autres et je vous conseille fortement de le découvrir. Bon, comme je vous ai dit, on va passer sur des registres complètement différents. J'ai lu Journal chaotique d'une apprentie féministe de Kate Weston dans les éditions Bayard. J'ai un avis très mitigé, en toute sincérité, avec ce livre. En fait, on va suivre Kate Evans qui a 15 ans, qui est en total crush sur un des mecs de son lycée et qui avec ses copines vont commencer à se poser des questions sur le féminisme, sur les choses à faire dans le lycée, sur la création d'un blog pour essayer de bouger les mentalités, tout ça. En soi, je trouvais que ça partait d'un bon sentiment, mais je suis en mi-molle parce que je me suis absolument pas attachée à Kate, le personnage principal. Il y a certains moments où j'ai versé ma larme, je dois vous avouer, parce que ce qu'elle vivait vis-à-vis de ses amis, parce que c'est
un journal intime rempli d'entraide, de questionnement, d'amitié, de doute, de remise en question, d'anxiété, enfin vraiment il y a beaucoup de choses et ça peut faire écho à pas mal de ressentis et ça m'a fait écho à mes propres ressentis actuels sur l'anxiété. Et c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir ça par écrit et ça peut peut-être dénouer des langues, mais d'un autre côté j'ai trouvé qu'il y avait certaines situations qui étaient vraiment pas nécessaires, il y avait certains personnages qui étaient pas nécessaires, il y avait certaines relations qui n'étaient pas nécessaires, enfin il y avait certains trucs que je trouvais pas forcément utiles. Donc je suis un petit peu mitigée, c'est vrai qu'on va l'avoir en librairie et que je serai capable de le conseiller et que je suis contente de l'avoir lu, mais c'est pas non plus un livre qui va marquer mes années de libraire, que je vais conseiller, que je vais reprendre à des quantités faramineuses, pas du tout. C'est cool, ça peut faire du bien à certaines personnes, ça peut trouver son écho dans certaines expériences, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de hyper bien, on n'est pas sur de la pépitas quoi, clairement pas. Donc voilà, un avis court, simple et mitigé surtout. Comment passer à côté de celui-ci que j'ai lu du coup pendant mes vacances à Lyon. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, édité par École des loisirs. Dans ce deuxième tome que vous pouvez lire si vous n'avez pas lu le premier, ce n'est pas dérangeant. Alors j'avoue qu'il y a quand même quelques petits spoils au début, mais rien non plus qui va vous gâcher l'expérience on va dire du premier tome. Je vous conseillerais quand même de suivre l'ordre, mais voilà, si l'histoire vous plaît plus sur le deuxième, voilà, vous n'allez pas être perdu. Nous retrouvons du coup Belle Écorce, qui est du coup l'univers, le village de Mémoire de la forêt, avec notre cher Archibald qui est juste ici, qui est le libraire qui avait aidé Ferdinand Top lors du précédent roman. Cette fois-ci, on est sur une question d'histoire familiale, d'héritage et surtout de à qui est cette fameuse librairie. Puisque un jour, quelqu'un vient taper à la porte de la librairie d'Archibald et lui dit « Tu n'es pas le propriétaire, je le suis, sors de chez moi, j'ai la preuve, tiens la voici » et basta. Et donc là, Archibald, un petit peu démuni, va devoir un petit peu explorer le passé de sa famille pour découvrir le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne revendique la librairie, quelle est l'histoire de cette librairie et surtout qu'est-ce qu'a fait mon grand-père Cornelius pour que quelqu'un vienne la revendiquer aujourd'hui. Pour ça, il va s'accompagner de son neveu qui s'appelle Bartholomé, oui, qui lui est un grand fervent d'aventures, de livres, qui est un petit peu sur la même route que notre cher Archibald, mais surtout il va devoir demander à son grand-père qu'est-ce qui s'est passé, à essayer de retrouver les carnets de Cornelius Renard, qui est son grand-père du coup, parce que son grand-père est atteint de l'orage de tête, c'est-à-dire qu'il a un petit peu perdu l'usage de la parole, il a perdu la tête tout simplement, et Archibald va devoir du coup découvrir par lui-même au travers d'autres personnages qu'il va aller voir. Donc encore une fois on est sur des choses similaires par rapport au premier tome, c'est-à-dire qu'on a une quête, on a plusieurs lieux qu'on va aller voir, on va retrouver un petit peu des personnages, on va croiser des personnages qu'on a connus, tout ça. Mais on est toujours sur une histoire familiale, mais je trouve qu'elle a un goût complètement différent par rapport au premier tome, sur plein de points différents, puisque là on est plus sur la maladie de l'oubli-tout, on est sur l'orage de tête, on est plus sur une question de retrouver un livre, mais sur une question d'héritage, de passé familial compliqué, et du coup voilà, c'est pour ça qu'il était génial. Il était tout simplement génial, je l'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré, j'avais 6 heures de route, je l'ai dévoré sur le chemin du retour.
j'ai pleuré, mon copain était en train de conduire à côté de moi, il me regardait très bizarrement quand je pleurais. Mais franchement j'ai passé un excellent moment. Je l'aime beaucoup trop, encore une fois ça va être un de mes romans chouchous. J'espère qu'il connaîtra le même succès que le premier tome parce que vraiment il était trop bien et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part il est génial, allez-y quoi. Et on termine cette vidéo avec un roman de littérature adulte que j'ai lu. Je vais passer très rapidement dessus mais c'est juste pour vous donner un petit point. Il s'agit des chroniques, de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn dans les éditions J'ai lu. Donc c'est les éditions, il y a 2 tomes en un, de toute façon en France c'est forcément 2 tomes en un livre. Donc en fait je vous avais dit que mon objectif, je vous avais dit il y a bien longtemps hein, que mon objectif c'était de lire le tome qui était associé à la saison, c'est-à-dire que la première saison c'était sur Daphné, je n'ai pas lu le tome, j'ai lu après. La deuxième saison c'était sur Anthony, j'ai lu le tome 2 du coup qui était attitré à Anthony pour la saison 2. Et là on nous a annoncé la saison 3 sur Colin. Sauf que le tome 3 est sur Bénédicte. Et du coup j'étais obligée de lire Bénédicte avant de me coltiner le Colin. Enfin me coltiner, c'était très bien quand même. Donc là je n'ai lu que Bénédicte parce que je voulais pas trop enchaîner. C'est de la littérature adulte avec beaucoup de scènes olé olé. C'est pas forcément ce qui me met le plus à l'aise entre vous et moi. Il y a des fois je suis en mode il faut que je passe des pages, je suis pas à l'aise. Dans ce tome 2 du coup on va un petit peu savoir comment Bénédicte rencontre l'amour de sa vie, celle qui va lui faire ton enfant. Alors j'avais déjà vu cette comparaison là et je l'ai encore plus vue quand je l'ai lu. On est clairement sur une petite réécriture de Cendrillon. Voilà, même au début c'est un peu gênant parce que tu passes les pages et tu te dis est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Est-ce que je connais déjà la fin? Enfin tu connais forcément la fin mais est-ce que tout va se passer comme à Cendrillon? Mais ne vous inquiétez pas, si vous commencez ce roman et que vous vous dites au bout d'un moment mais c'est pas possible, tout va se passer comme Cendrillon, non. Au bout d'un moment il y a un petit twist, un petit truc qui fait que ça ne se passera pas comme Cendrillon. Donc voilà. J'ai lu ce 3e tome, je l'ai bien aimé, c'est pas mon préféré pour le coup, j'avoue que j'ai une préférence pour l'instant pour Daphné, parce que je pense que c'était la première et que je l'ai vraiment découverte, mais j'ai très hâte de découvrir Colin, parce que je sais avec qui Colin termine, et que c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, et que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, je termine avec ce roman-ci. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!